OK, c'est parti. Bah, bonjour, bonjour, bienvenue, enfin j'espère que, voilà, ça va bien se passer. A priori, il y a eu petit souci technique sur la session précédente. Merci d'être là pour ces 2 jours, à Cloud Est et merci pour être présent plus particulièrement cette session où je vais, parler, d'un retour terrain, d'un sujet que j'ai adressé avec un client qui est de migrer une application serverless d'Azure vers AWS. Donc, c'est vraiment un sujet que j'ai adressé avec un client, donc un vrai besoin, un vrai cas client. Je pourrais pas donner le nom du client, mais je voulais, discuter un petit peu de ce sujet. Parce qu'en fait, souvent, quand on parle de serverless, il y a souvent, en tête qu'il y a du vendor locked-in, on va se le dire, honnêtement. Et là, on a pu tester concrètement, le sujet et se faire un avis sur la question et je vous ferai un avis sur la question et vous verrez que c'est pas si simple que ça. Qui est du vendor locked-in, je veux dire. Donc je me présente, je m'appelle François Bouteruche, je suis senior développeur advocate chez AWS. Donc mon rôle aujourd'hui, c'est d'aller, discuter avec les communautés de développeurs pour, leur présenter comment ils peuvent utiliser au mieux, les services AWS pour, construire leurs applications ou moderniser leurs applications actuelles. Donc ça, c'est mon premier rôle et mon deuxième rôle, qui est tout aussi important, c'est de discuter avec ces communautés de développeurs et prendre des feedbacks sur comment on pourrait faire pour améliorer nos services, pour rendre leur vie, plus simple et plus facile et ramener ces commentaires et ces feedbacks directement à nos équipes produits pour qu'elles intègrent ça dans leur roadmap. Donc ça, c'est un point aussi très important de mon rôle. Donc avant de commencer, hop, voilà, je vais donc du coup discuter un peu du contexte client. Donc ce client, il offre une solution SaaS, donc c'est un client international, il offre une solution SaaS à ses propres clients. Solution SaaS qu'il a entièrement développée, sur les services serverless d'Azure, Azure Function, Azure Service Bus, Azure, Storage. Et à un moment, il a voulu adresser des clients, du secteur public nord-américain et il s'est retrouvé confronté à une exigence de conformité de leur part. Alors ne me demandez pas pourquoi, là j'ai pas le contexte, j'ai pas les éléments, mais l'exigence était: «OK, votre solution SaaS, nous on peut l'utiliser uniquement si elle est déployée sur AWS. Ça fait partie de nos exigences de conformité». Donc ils se sont retrouvés face à cette problématique-là, de se dire: «Ah, zut, on a développé une solution SaaS, elle est entièrement, basée sur les services serverless, d'Azure et là tout d'un coup, si on n'est pas capable de la déployer sur AWS, eh bien on se bloque une partie du marché, donc comment on adresse, ce sujet-là?» Ils étaient eux aussi convaincus qu'il y avait, un petit peu de locked-in, donc ils sont venus vers nous, et nous ont demandé de les aider, les aider à migrer leur solution, d'Azure vers AWS et donc c'est là qu'on a commencé à discuter et on a commencé à explorer les options et donc la première option que je leur ai mis en avant, c'est de déployer avec Amazon EKS Ekeda. Donc là, déjà, j'ai balancé 2 acronymes, je suis sûr que j'ai perdu une bonne partie des gens, donc je vais essayer de prendre le temps juste d'expliquer ce que c'est que Amazon EKS Ekeda, rapidement et simplement. Donc Amazon EKS, c'est quoi? C'est un cluster Kubernetes managé sur AWS. On gère le contrôle plane pour vous de Kubernetes. Vous déployez vos worker nodes, ou on peut même manager vos worker nodes pour vous. Mais ce qu'il faut retenir, c'est Amazon EKS, c'est du Kubernetes managé sur AWS. Il est certifié conforme à l'upstream de Kubernetes, donc du Kubernetes managé sur AWS. Et KEDA, c'est quoi? Donc KEDA, ça veut dire Kubernetes Event Driven Autoscaling. Donc c'est un projet open source qui initialement était porté par Microsoft et Red Hat et qui a pour vocation de fournir des autoscalers pour Kubernetes basés événements. Donc l'idée, c'est de dire, c'est un mécanisme sur la base d'un certain nombre d'événements, ça va me permettre de déclencher la mise à l'échelle du nombre de pods de mon service en augmentation ou en diminution pour être capable d'encaisser la charge. Et donc,
Azure Function, donc dans, la promesse de valeur dit: «Si vous, êtes obligé de déployer ailleurs que sur Azure, vous pouvez utiliser Azure Function et Keda pour déployer sur un cluster Kubernetes là où vous en avez besoin». Donc j'ai proposé cette solution-là au client, et la réaction, de son équipe, ça a été à peu près ça. Ah oui, parce qu'en fait, là, leur réponse était de dire: «Écoute François, on n'a pas développé une application, full serverless pour rien. C'est-à-dire que notre objectif, c'était de ne pas avoir d'infrastructure à manager et pas de conteneurs ou de cluster Kubernetes à manager. On n'a pas les compétences pour ça, on n'a pas de compétences, Kubernetes». Donc ça ne nous intéresse pas. Et alors en plus, quand on s'est rendu compte que, finalement dans la liste des autoscalers supportés out of the box par Keda, il y a pas d'autoscaler, sur des événements HTTP. Pour en plus avoir ça, il faut rajouter du Prometheus et définir des alertes dans Prometheus, qui viennent s'intégrer à Keda. Là, définitivement, ils ont fait: «Non, François, ça, c'est pas une solution pour nous, ça nous intéresse pas». Donc, à partir du moment où on a évacué cette solution-là qui pouvait être intéressante, il nous reste une seule solution, c'est de dire: «Bah, OK, on va utiliser les services, serverless d'AWS, hein». On va regarder, quels sont les services Azure que vous avez utilisés, puis on va regarder comment porter ça sur les services, serverless d'AWS. Et bien évidemment, ça veut dire qu'il va falloir retravailler l'application. Donc tout ce que je vais démontrer aujourd'hui, c'est une application .NET, hein, parce que c'était, leur use case, ils étaient en .NET, donc les exemples de code que j'ai développés pour eux sont en .NET, mais on pourrait, très bien, appliquer, ces concepts-là, en Java, en JavaScript, ou en Python, enfin peu importe le langage qu'on choisit, et supporté par la plateforme serverless. Dans tous les cas, il va falloir retravailler un petit peu, la base de code, pour l'adapter. Et donc la question, logique et naturelle du client, c'est: «OK, mais quel effort? Quel effort, de réécriture cela va nécessiter? Qu'est-ce que ça va impliquer?» Et donc là, avant d'aller plus loin avec eux, genre difficile, d'en discuter avec eux. Je connaissais pas leur base de code, j'avais pas vu, comment ils avaient écrit l'application. Donc c'est ce qu'on a regardé ensuite. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, je veux juste vous expliquer, un peu, venir sur un point, de détail pour vous expliquer comment ça va se passer sur AWS, et surtout si vous êtes un peu familier d'Azure Function, il y a une petite différence qui existe entre Azure Function, et les services serverless d'AWS. Dans Azure Function, avec Azure Function, vous avez par défaut un point de terminaison HTTP qui est associé à votre Azure Function, même si vous n'utilisez pas ce trigger, ce déclencheur-là, pour déclencher l'exécution de votre Azure Function, vous avez un point de terminaison HTTP. Et ça, avec AWS Lambda, qui est l'équivalent, donc qui est un service serverless d'exécution de votre code sur AWS, orienté événement, vous n'avez pas par défaut de point de terminaison HTTP. C'est vraiment un service orienté événement, et des événements, vous en avez de nombreuses sortes. Ça peut être des événements provenant d'Amazon S3, notre solution de stockage, où vous déposez un fichier, ça va déclencher un événement qui, sur la base de cet événement, va déclencher l'exécution de la lambda. Ça peut être un événement provenant d'Amazon CloudWatch, notre service de log, qui va déclencher un événement et provoquer l'exécution, là encore, de votre fonction lambda. Ou ça peut être un événement associé à une requête HTTP entrante qui va provoquer l'exécution de votre fonction AWS Lambda. Mais vraiment, AWS Lambda, il est fait pour exécuter du code sans que vous ayez à gérer de serveurs, et vous payez pour ce que vous utilisez. Mais la gestion des événements, eh bien, souvent, on l'associe à un autre service, et pour la gestion des requêtes HTTP, eh bien, on va travailler avec un autre service qui s'appelle Amazon API Gateway. Donc c'est lui qui va gérer les requêtes HTTP. Les requêtes HTTP vont arriver sur Amazon API Gateway, et au niveau d'Amazon API Gateway, on va définir pour une ressource HTTP et une méthode quelle fonction lambda on veut exécuter. Et donc on va pouvoir, pour différentes ressources HTTP et différentes méthodes, eh bien définir un certain nombre de fonctions lambda qui vont être hyper spécialisées, sur, vraiment traiter la requête, pour cette ressource et cette méthode. Donc voilà comment ça va, se passer, sur AWS. On va utiliser le tandem API Gateway plus AWS Lambda pour gérer, pour pouvoir développer des API REST finalement, avec, finalement API Gateway qui va gérer les requêtes entrantes et va les, router, va
déclencher l'exécution de fonctions AWS Lambda qui, elles, vont vraiment s'occuper d'exécuter votre code. Donc ça, c'était pour la petite explication de comment ça se passe. Et maintenant, concrètement, le client m'a dit, bah, OK François, comment on fait? Donc je vais vous montrer, alors c'est bien évidemment pas le code du client, c'est, par contre un projet Visual Studio dans lequel, j'ai, créé une solution, un projet Azure Function qui reprend la structure d'un projet client. Donc le projet, du client, ces projets étaient structurés, finalement avec une structure qu'on trouve assez, classiquement dans les projets, .NET, avec, un répertoire et donc un namespace où on retrouve ses contrôleurs, un répertoire où on retrouve, les objets du modèle de données et un répertoire, et un namespace où on trouve les instances, les classes, services. Donc si je prends, le client controller, c'est là où, le client définissait, du coup, ses, fonctions. Eh bien, il avait défini par exemple une méthode getClientList qu'il avait, associée à une Azure Function en lui associant un attribut function name, en lui donnant le nom de la fonction, en définissant donc, les paramètres, de la requête et le type de réponse que, cette fonction allait pouvoir produire. Et aussi, ici, à ce niveau-là, la route HTTP, sur lequel, pour laquelle cette Azure Function allait être exécutée. Donc, vraiment très simple. Et quand on regarde dans le détail, et là, ça a été la bonne surprise pour moi, donc là, bien évidemment, j'ai fait quelque chose de très simple, mais c'est juste pour illustrer comment le client avait, lui, organisé son propre code. Très bonne surprise, c'est qu'il a fait vraiment une séparation entre son code métier et son code, je dirais, de son environnement serverless Azure Function. C'est-à-dire qu'en gros, là, il allait récupérer, au niveau de la requête HTTP fournie par, le framework Azure Function, les paramètres de la requête. Il récupérait le paramètre name qui l'intéressait et derrière, il créait une instance de sa classe, client service et il appelait la méthode getClientList dessus en passant le bon paramètre. Mais à partir de là, si on va voir cette classe, client service, on se rendait compte qu'en fait, c'était du pur C# et du pur code .NET, sans aucune dépendance à Azure Function. Et ça, c'était super sympa de se rendre compte de ça, parce qu'en fait, très rapidement, il avait complètement, localisé les dépendances à Azure Function dans, je dirais, le code un peu tuyauterie et tout son code métier vraiment bien séparé dans ses instances, de classe, service. Donc là, c'était vraiment agréable de tomber sur un code aussi bien organisé, avec une vraie séparation des responsabilités, parce que ça allait faciliter, mon travail à moi et leur travail par la suite. Parce que finalement, quand le client m'a demandé: «Bah, OK François, ce type de fonction Azure Function, ça c'est quoi la complexité, de le reproduire avec AWS Lambda et API Gateway?» J'ai dit: «OK, vous savez quoi? On va regarder ensemble ce que ça représente. Donc on va le faire ensemble. Qu'est-ce que ça représente de recréer le même code, avec API Gateway et AWS Lambda? Bah, je vais créer un nouveau projet, excusez-moi. Et donc moi, dans mon Visual Studio, en plus des projets, standards de création de projets, qu'on trouve dans Visual Studio, j'ai des projets liés, qui sont des projets, liés à, AWS. Et ça, je les ai parce que j'ai installé l'AWS Toolkit pour Visual Studio. L'AWS Toolkit, vous l'avez pour Visual Studio, vous l'avez pour Visual Studio Code, vous l'avez pour IntelliJ et dans chacun des IDE, on essaie d'apporter les fonctions qui vont faciliter la vie, aux développeurs, lorsqu'ils veulent interagir depuis leur IDE avec les services AWS. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, le template AWS Serverless Application, OK? On va lui donner un nom à ce projet, donc on va l'appeler par exemple Cloudest, .NET Core API. Alors parce que sur AWS Lambda, on exécute du code .NET Core, mais pas du code .NET Framework. Ça, c'est pour ceux qui vraiment sont spécialistes de .NET. Et là, on va créer le projet et quand je crée le projet, il me propose différents blueprints. Moi, je vais prendre vraiment l'application serverless, de base, vide. Enfin, il y a juste un template, d'une fonction lambda, juste pour vous montrer comment ça va se passer. Donc là, il est en train de me créer, mon projet. En général, ça va prendre juste quelques secondes. Voilà, pas d'effet démo. Voilà, c'est juste qu'il ne l'a pas mis sur la bonne fenêtre. Je vous le montre ici.
Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce projet? Ben, en fait, 2 fichiers principaux. Le premier fichier, c'est mon fichier function.cs. C'est donc là où je vais trouver du code. C'est une classe qui s'appelle function. Donc là, pour l'instant, le nom n'est pas très utile et très informatif. Et dans cette classe function, je vais avoir une méthode get. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que cette méthode get, elle prend en entrée un objet qui s'appelle API Gateway Proxy Request. Donc, on fait le travail, donc le SDK .NET, mais on a la même chose dans les SDK pour Java, pour TypeScript, pour JavaScript et pour Python. On va vous fournir des objets déjà construits, dans lesquels on va serialiser l'objet JSON qui arrive en entrée de votre fonction AWS Lambda et qui déclenche l'exécution. Quand on déclenche l'exécution d'une fonction lambda, donc on fournit un objet JSON avec tous les paramètres d'exécution à la fonction lambda, et là, en fait, ici on le désérialise. Et on le désérialise en API Gateway Proxy Request. Pourquoi? Parce que c'est API Gateway qui va déclencher l'exécution. Et qu'est-ce qu'elle met dans cet objet JSON quand c'est finalement une requête HTTP l'événement? Eh ben, elle met plein d'informations sur toutes les informations de la requête HTTP. Donc ici, si je vais voir mon objet request, et que je regarde les propriétés, je vais pouvoir accéder au body de ma requête HTTP, je vais pouvoir accéder au header, je vais pouvoir regarder c'est quel type de méthode HTTP qui a été utilisé, et si je veux accéder aux paramètres de market, au query string parameters, je peux y accéder aussi. Donc voilà pour la petite mécanisme. Donc ça, c'est donné par les SDK. Très bien. Donc maintenant, l'autre fichier qui est hyper important, c'est de définir ce que là, contrairement à la partie Azure Function, vous voyez, j'ai pas d'attributs qui me disent que ça, c'est une fonction lambda. C'est juste une méthode qui prend. Là, on voit bien qu'il y a un objet qui est lié un petit peu au service AWS, mais j'ai pas d'autres informations. Donc, comment je définis que ça, c'est le code qui doit être utilisé par ma fonction lambda? Eh bien, on a un deuxième fichier qui s'appelle là serverless.template, qui est un fichier SAM, donc pour Serverless Application Model. Donc le Serverless Application Model, c'est un modèle qui vous permet de décrire les ressources qui doivent être déployées sur AWS pour créer votre application serverless. Donc là, ce que je dis, c'est que la ressource que je dois déployer, c'est une ressource dont je lui donne un nom logique qui s'appelle get. Alors je vais le changer parce que nous, ça va être get client list. Donc ça, c'est vraiment un nom logique. Et je dis que cette ressource, elle est de type serverless function. Et ensuite, je définis les propriétés de cette ressource. Je dis quelle est la méthode, donc le handler, c'est quelle est la méthode de code qui doit être exécutée. Le runtime, ici, nous, c'est du .NET Core 3. Parce que la version 3.1, c'est la dernière LTS de .NET Core. Donc, nous, on est toujours en 3. En utilisant soit des conteneurs, soit du custom runtime, je peux faire du .NET 5. Et puis, on va s'attacher à supporter .NET 6 très rapidement. Ensuite, je définis la taille mémoire, la mémoire allouée à ma fonction lambda. Ici, 256 mégabits, c'est largement suffisant. Le timeout, ici, 30 secondes. C'est-à-dire que d'autorité, si au bout de 30 secondes, excusez-moi, j'étais un petit peu perturbé par le bruit de la personne qui est montée sur l'estrade. Donc, au bout de 30 secondes, si ma lambda n'a pas fini de s'exécuter, AWS Lambda va arrêter son exécution. Et puis l'autre partie ici qui est importante, c'est donc quels sont les événements qui permettent de déclencher l'exécution de ma lambda. Donc ici, je dis qu'il y a un root get, donc là on va le renommer aussi, on va dire que c'est get client list, et on va dire que le pass, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est 0, 1.0 client list. Voilà. Et ça, en gros, ça va dire il faut que tu ailles créer dans API Gateway une ressource qui va déclencher cette lambda-là pour quand il y a une requête HTTP qui arrive sur ce pass. OK? Donc, ça, c'est le point de départ. Donc maintenant, là, je vais pouvoir, même si mon code pour l'instant ne fait pas grand-chose, je vais pouvoir faire une publication vers mon compte AWS Lambda. Donc là, j'ai renseigné mes credentials.
donc mes paramètres de connexion à mon compte AWS Lambda. Bien sûr, ça, je le déploie vers ma sandbox de développeur. Je ne vais pas utiliser un clic droit publish to AWS Lambda sur un environnement de prod. Mais là, pour la démo, c'est quand même super pratique de déployer de cette manière, ce que je vais pouvoir tester très rapidement. Donc là, il commence la publication de mon code et la création des ressources sur mon compte AWS. Donc c'est assez rapide. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il est en train d'uploader donc le package de code sur S3, et depuis S3, ensuite, il va lancer la création des ressources. Donc là, ça va prendre quelques instants à créer. Donc pendant qu'il travaille, on va continuer à adapter le code pour répliquer ce qu'il y a dans ma solution Azure Function. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les deux fenêtres Visual Studio côte à côte. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de répliquer un petit peu la structure du projet client, pour que le client ne soit pas perdu. Donc ici, je vais créer mes deux répertoires, mes répertoires, donc mon répertoire contrôleur, mon répertoire models et mon répertoire services. Ok. Ma fonction, là, je vais la déplacer vers le répertoire contrôleur. Je vais renommer le fichier. Hop. Je vais l'appeler client controller. Ok. Et je vais ouvrir le code, la base de code. Alors, avant de modifier le code, ça va être plus simple, parce que sinon, je vais jouer avec les fenêtres. Je vais aussi, pour vous montrer que c'est vraiment le même code que j'utilise, je vais tout simplement copier-coller les fichiers de mon projet Azure Function vers mon projet AWS Lambda plus API Gateway. Je copie-colle le code. C'est le même code C#. Je le copie-colle. Donc maintenant, on va aller voir mon objet modèle. Je vais juste changer le namespace, histoire que ce soit un peu plus cohérent. Ok. Je vais faire la même chose dans ma partie client service. Je change juste les namespaces, rien d'autre. Je touche pas à la base de code. Et maintenant, je vais aller dans mon fichier client controller. Donc ça ici, je vais changer le nom de la classe, histoire que ce soit un peu plus sympa et un peu plus explicite. Je vais renommer aussi mon constructeur. Voilà. Donc là, j'ai la même structure de projet. J'ai deux classes qui sont identiques, hein, j'ai fait un copier-coller. Et le dernier point, c'est que je vais aller même un cran plus loin dans le copier-coller, parce que je suis un peu feignant, j'aime pas retaper le code. C'est que le code qu'il y a dans mon Azure Function, là, donc récupérer la requête, enfin les paramètres de requête, récupérer le paramètre name, créer mon instance de la classe client service, appeler la méthode. Donc ces quatre lignes-là, je vais les copier-coller. Ok. Là. Et je vais les mettre ici. Et on va regarder ce qui se passe. Donc, il me dit client service, je ne sais pas ce que c'est, mais ça, on va faire un petit coup de correction par Visual Studio. Vas-y, importe-moi ce namespace-là, ça va mieux se passer. Et pareil pour le client DTO, c'est juste un problème d'import, de namespace. Donc là, on est bon. Le dernier problème que j'ai, c'est sur cet objet rec, il n'existe pas, effectivement, ici, il s'appelle request, et j'ai pas de méthode get query parameter dictionary, mais par contre, j'ai une propriété query string parameter, et qui a le bon goût d'avoir exactement la même signature. C'est un e-dictionary entre une chaîne de caractères et une chaîne de caractères. Donc là, ça y est, mon code, il est porté. Ma AWS Lambda, elle est opérationnelle. Alors, il y a une chose que j'ai pas fini, c'est que comme j'ai changé le nom ici de ma classe, et que je vais même changer le nom de ma méthode, pour être complètement cohérent, il faut que j'aille éditer mon fichier serverless.template, et qu'ici je lui donne bien le nom de la classe, et le bon nom de méthode. Ok, donc là je devrais être bon, je devrais être plutôt bien. Ok. Et maintenant, je vais tester quand même en local. Donc le toolkit, il nous offre un petit outil qui s'appelle le mock lambda test tool.
qui me permet de simuler, alors je dis bien c'est une simulation, hein, de l'exécution de la lambda en local. Donc ça me permet de tester que mon code à l'intérieur, il fonctionne. Ça me garantit pas qu'une fois déployé sur AWS Lambda, j'ai aucun problème. Mais au moins je peux tester mon code. Donc ici, il me dit: «Bah, OK, c'est la fonction getClientList que tu veux tester?» «Oui». Si jamais, c'est avec quel profil, AWS que tu veux tester?» «Oui, c'est avec mon profil dev». Et là, je vais aller chercher finalement un template, d'objet JSON. Donc là, vous voyez, ça, c'est un template d'objet JSON qui est passé en paramètre d'une fonction lambda, lorsque, il y a un événement, de requête HTTP qui vient d'API Gateway. Donc là, ce que je vais changer, c'est le pass. Je vais dire, bah, OK, le pass, c'est 1.0/clients/list. La méthode, c'est get. Et effectivement, il y avait un paramètre queryString qui va s'appeler donc name. Et ici, on va dire que le name, c'est test. Okay. Et là, j'exécute ma fonction, ça fonctionne bien. J'ai le log aussi qui est récupéré. Par contre, j'aurais voulu, ça marche pas, bah oui, j'ai oublié de faire quelque chose. C'est toujours bien de tester en local. Hop, pardon, on va fermer tout. C'est toujours bien de tester en local. J'ai oublié quelque chose, c'est d'intégrer mon résultat dans ma réponse. Ok. Effectivement, si je reprends ici mon Azure Function, eux, ils prenaient la liste, enfin l'énumération résultat, et ils la renvoyaient avec un objet OK Object Result. Moi, ce que je peux faire ici, c'est de dire dans le corps de ma requête, moi je renvoie une API Gateway Proxy Response avec un status code OK, et ici, je vais dire hop, je sérialise en objet JSON mon énumération. OK. Voilà, donc là c'est bon. Et donc maintenant, si je reteste la même chose, ça devrait cette fois-ci me donner... Non, j'ai oublié encore quelque chose. Pendant que je vous parle, je réfléchissais à si j'avais tout bien fait, et non, j'ai encore oublié quelque chose. J'ai oublié ici de changer le content type. Voilà. Donc là, je vais vraiment être bon. Donc si je refais la même chose, ça va être mon paramètre cname, le paramètre name c'est cloud_est, et que j'exécute. Cette fois, j'ai bien donc un content type de type application.json, avec un body qui contient cloudest1, cloudest2 et cloudest3. C'est ma méthode bateau, là, dans ma classe client service, qui génère ça. Donc localement, tout semble OK. Donc maintenant, ce que je vais faire, juste pour vous montrer que au-delà de fonctionner localement, ça fonctionne aussi sur AWS, je vais refaire un publish, cette fois-ci, donc pour mettre à jour ma lambda. Là, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'en fait, il n'a pas besoin de redéployer les ressources, elles existent déjà. Il va juste mettre à jour le code associé à ma fonction AWS Lambda qui est déjà déployée. Donc ça va prendre juste quelques petites secondes. Et vous voyez ici que dans ma fenêtre, ça y est, l'update est en cours. Si je fais un refresh, voilà, il est même déjà fini. Ici, j'ai l'URL que je peux appeler, donc c'est une URL donc d'API Gateway. Bien sûr, ici, si je vais à la racine, il me dit que là, je ne suis pas autorisé, hein, il n'y a pas de ressource HTTP qui a été définie. Par contre, si je vais ici, parce qu'on a défini, voilà, ça fonctionne. Et alors, normal, là, j'ai pas donné de nom client, donc ça me rend vide. Mais si je remplis mon paramètre, eh bien ça y est, ma lambda, elle est bien définie. Donc le même code de l'Azure Function, ça y est, il est porté sur AWS en mode serverless avec AWS Lambda et API Gateway. Donc si je vais maintenant dans la console AWS, juste pour voir ce qui a été déployé, donc si je vais dans la console AWS Lambda, je retrouve ma fonction qui a été déployée, je peux cliquer dessus, donc je retrouve les paramètres. Ce qui est sympa aussi, c'est que mes logs, ils sont directement intégrés avec CloudWatch, un service centralisé de log, donc je peux aller voir
les logs dans la console AWS CloudWatch. Ici, j'ai mon log stream. Et là, j'ai mes logs. Donc, j'ai un log de démarrage de traitement de la requête. J'ai le log que j'ai dans ma fonction. Je vous remonte ce log getRequest d'où il vient. Ici, dans mon client controller, en entrée, vous voyez, j'appelle le logger sur l'objet contexte et je fais logline getRequest. Donc tout ce que je vais mettre comme log va se retrouver dans CloudWatch. Et le truc sympa, c'est qu'en .NET, mais c'est vrai aussi dans les autres langages, en .NET, on a plutôt souvent l'habitude de faire console.writeLine getRequest. Et bien, ce log-là, il se retrouverait aussi dans CloudWatch sans que j'ai rien à faire. Donc ça, c'est plutôt le côté sympa aussi. Voilà. Et donc si je reviens, donc toujours ici, je vois que donc ici j'ai ma lambda, et ici, j'ai comme déclencheur mon API Gateway. Si je clique sur mon API Gateway, je retrouve mon fameux endpoint que j'avais tout à l'heure, et je peux aller carrément voir mes ressources, quelles sont les ressources qui sont définies dans la console API Gateway. Donc là, je suis dans la console Amazon API Gateway, je vois les ressources qui ont été définies automatiquement quand j'ai déployé mon application AWS SAM, avec ma ressource get. Je vois qu'effectivement, pour la ressource get, sur la méthode get sur la ressource list, excusez-moi, eh bien, je vais aller appeler ma fonction lambda. Et ici, ce qui est cool aussi, c'est que je peux tester directement depuis la console, donc depuis la console Amazon API Gateway. Ici, je peux dire que dans les paramètres, voilà, j'ai CloudEst, je peux faire un test, et je récupère ma réponse, la latence, le statut, les headers et les logs qui sont les logs de, excusez-moi, les logs d'exécution. Donc là, voilà, très facilement, j'ai pu porter. Mais quand j'ai présenté ça au client, il y a eu un oui mais François. Parce que c'est pas drôle, il y a toujours un oui mais. Une fois que tu crois que tu as fini en tant que solution architect, une fois que tu crois que tu as fini ton job, non, il y a toujours un oui mais. Le oui mais, c'est qu'ils m'ont dit, bah écoute François, il y a un truc super sympa en .NET, et c'est vrai que moi je l'ai utilisé avant, c'est Swagger, c'est un package qui te génère automatiquement la doc OpenAPI de ton API, et du coup après tu peux exposer cette doc et cette définition OpenAPI à tes clients pour qu'ils puissent construire leur application et savoir quels sont les verbes que tu mets à leur disposition. Et il se trouve qu'ils ont fait une extension pour Azure Function qui va générer à partir de tes Azure Function automatiquement cette doc-là. Je fais, ah ben nous, effectivement, sur AWS, on n'a pas cette extension-là pour AWS Lambda, on génère pas, on scanne pas automatiquement les méthodes que tu as définies pour générer automatiquement la doc OpenAPI. Mais j'ai peut-être une solution pour toi quand même. La solution, c'est qu'en fait, avec Lambda, et ça je vais revenir juste un petit moment sur la partie présentation, avec Lambda, eh bien on a un autre modèle d'intégration avec API Gateway et Lambda et .NET, c'est qu'on va déporter, tout à l'heure on faisait du routage au niveau d'API Gateway, c'est-à-dire que pour chaque ressource HTTP et méthode HTTP, on savait quelle Lambda appeler. Eh bien il y a un autre mode, c'est de dire, eh bien on va dire que toutes les requêtes sur un chemin, on va les envoyer vers une seule fonction lambda, et cette fonction lambda, elle va s'intégrer avec l'ASP.NET Core Hosting Framework, et finalement, on va se baser sur le système de routage d'ASP.NET Core pour router les requêtes HTTP vers le bon contrôleur, la bonne fonction, et donc la bonne méthode. Et du coup, ça permet de faire quoi? Ça permet tout simplement d'hoster dans Lambda une Web API ASP.NET Core standard. C'est-à-dire que la même qu'on va pouvoir utiliser, exécuter derrière un serveur de ZS, ou derrière un serveur Kestrel, ou derrière un reverse proxy Nginx avec Kestrel, ou localement sur sa machine, exactement la même, sans changement de code. Et ça, je vais vous montrer ça rapidement. Alors là, par souci de temps, la solution de code, elle existe déjà, donc je vais vous montrer ce qui existe déjà. Donc là, typiquement, pour ceux qui connaissent un petit peu ASP.NET Core, on est sur une application complètement standard. Vous voyez, j'ai ma classe startup qui configure mes services. Dans la méthode configure aussi, là, je définis, je dis que justement, on veut utiliser Swagger pour aller définir ma doc OpenAPI. Dans cette application, je retrouve ma classe client service, je retrouve mon modèle client DTO, il y a d'autres objets, je vais y venir ensuite.
et il y a ma classe client controller. Et cette fois-ci, je déclare ni une fonction lambda, ni une fonction Azure Function. Là, je dis juste que ça, c'est un contrôleur qui implémente la classe controller base du framework ASP.NET Core. ASP.NET Core. Je définis la route sur laquelle je veux, qui va amener les requêtes sur ce contrôleur-là. Et ça, eh bien, je peux le tester localement. C'est une vraie application ASP.NET. Donc là, si je démarre mon serveur de ZIS Express, eh bien, je peux y aller. Ça fonctionne. Là, il me dit bien, OK, hein, bienvenue sur ASP.NET Core. Hop, et si je fais ici 1.0 client list Cloud Est, ça fonctionne. Et là, je suis complètement en local, OK. Je suis en local. Ah, on me dit que mon micro est un peu bruyant. C'est surtout que je parle, en fait. Désolé d'être bruyant. Excusez-moi, j'étais un peu perturbé par le message de la plateforme. Donc, là, ça fonctionne vraiment en local. Et grâce à l'intégration qu'on a fait ici, je peux rajouter juste un lambda entry point, une classe lambda entry point qui va implémenter la classe API Gateway Proxy Function. Et dans ce cas-là, et ça ça va juste être appelé quand on déploie sur AWS Lambda, eh bien, ça va appeler la méthode init et ça va créer le host ASP.NET Core. Donc ça va intégrer l'événement de requête HTTP d'API Gateway dans le middleware ASP.NET Core, et après, ça va faire le routing basé sur le routing de mes contrôleurs ici, le routing ASP.NET Core. Et donc ça, c'est vraiment super pratique, parce que là, du coup, dans ma classe startup, comme j'ai défini que sur la route V1 Swagger JSON, eh bien, j'exposerai donc ma définition OpenAPI, eh bien, mon client, il va avoir dans sa lambda exposé sa définition OpenAPI qu'il va pouvoir partager avec ses autres équipes de développement ou avec ses clients, comme il le faisait avec Azure Function. Donc ça, quand j'ai montré ça, le client était super content parce qu'il dit « Ah bah ouais, en plus, là du coup, c'est une vraie application ASP.NET Core Web API, il y a juste une classe à rajouter pour que ça puisse s'exécuter sur Lambda, donc là, je vois bien qu'il n'y a pas de locked-in, c'est cool. Il y a assez peu de refactoring, enfin le refactoring pas plus que dans l'autre use case, hein, c'est-à-dire que je réécris ici mes méthodes contrôleurs et je mets mon code métier dedans. Mais François, nous, il y a certaines Azure Functions qui n'étaient pas triggered par des requêtes HTTP, mais qui étaient triggered parce qu'on recevait des messages dans Azure Service Bus. Je fais, qu'à cela ne tienne, nous aussi on peut faire ça. Vous utilisez quel protocole? ActiveMQ. Je fais, ça tombe bien, nous on a Amazon MQ, qui est notre service, notre message broker managé sur AWS. Et donc, on peut très bien trigger donc une fonction lambda parce qu'il y a un événement qui est arrivé dans un message qui est arrivé dans Amazon MQ, dans une des queues de Amazon MQ. Et en fait, après, c'est exactement la même logique. Et là, comme ils avaient encore fait la même chose, c'est-à-dire de vraiment séparer la partie tuyauterie Azure Function qui est donc Azure Function qui est déclenchée par l'arrivée d'un message dans Azure Service Bus avec leur code métier qui traite vraiment le message, on pouvait faire exactement la même chose et juste changer la tuyauterie et ça marchait. Donc voilà un petit peu rapidement. Alors là, comme j'arrive sur la fin, je veux juste prendre le temps de conclure. Tout ce code-là, je vais vous partager l'URL de mon repo GitHub. Vous allez pouvoir retrouver tout ce code source-là et aller un peu plus dans le détail après coup. Donc je vais revenir juste pour conclure. Donc pour conclure, les points clés que je voudrais que vous reteniez, c'est déjà, c'est ce qu'ils se sont dit au début. Ça, c'est un point que je voudrais mettre en avant. Des fois, il faut se poser la question, est-ce que réécrire un peu de code, c'est vraiment plus compliqué que d'apprendre à gérer Kubernetes? Parce que un peu partout, je vois la containerisation et Kubernetes comme la balle d'argent pour résoudre tous les problèmes. Et moi, j'ai envie de vous dire,
prenez le temps, des fois, de réfléchir. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de monter un cluster Kubernetes? Est-ce que vous en avez les compétences? Et là, c'était la très bonne réaction du client qui a tout de suite dit: «Mais non, mais nous, on n'a pas de compétences Kubernetes, ni dans la partie dev, ni dans la partie opération. Donc c'est un truc on va pas savoir gérer et ça va nous coûter du temps». Et effectivement, le temps de monter en compétences versus le temps là de, surtout dans leur cas, de réécrire un peu de code pour l'adapter à la partie AWS Lambda plus API Gateway, ça se vaut, ça se discute vraiment. Et donc du coup, surtout, après, vous pouvez monter des chaînes de CI/CD qui vont faire le packaging pour vous, qui vont automatiser les tests et tester sur les 2 plateformes en parallèle. Ça se fait tout à fait. Pour eux, ça a été super simple et ça, c'est aussi le conseil, c'est ce qui nous a vraiment facilité la vie, c'est qu'ils avaient séparé leur code métier vraiment proprement du code, je dirais, de l'environnement serverless. C'est-à-dire qu'il y avait pas d'adhérence entre leur code métier et le code Azure Function propre à Azure Function, ce qui fait que derrière, on prend le code métier et on met la tuyauterie AWS Lambda autour et ça marche. Et c'était vraiment cool. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce use case-là, c'est pas parce que vous faites du serverless et que vous pouvez écrire des petites fonctions qu'il faut pas réfléchir à la maintenabilité de votre code et à bien continuer à faire comme ce qu'on fait depuis des années, quand on fait une belle application, ASP.NET ou Spring Boot ou Flask ou voilà. Séparation des responsabilités. Je fais du code propre qui peut être réutilisé derrière. Dernier point, là, ce que je vous ai montré, hein, c'est l'alternative sur laquelle moi j'ai basculé à la fin avec eux, c'est héberger une application ASP.NET Core sur AWS Lambda. C'est possible et c'est une alternative à écrire plein de petites fonctions. Et du coup, on se base sur le routing d'ASP.NET Core directement. On a une fonction AWS Lambda et derrière, on utilise le routing ASP.NET Core. Il y a quand même des petites questions à se poser, hein, si vous êtes vraiment à la recherche de la performance et de l'exécution à la milliseconde, c'est un peu plus lourd. Donc il y a les contraintes du fameux call start. Donc ça, c'est à réfléchir aussi. Peut-être que si vous, ce que vous voulez, c'est vraiment, vous êtes à la milliseconde près, peut-être que c'est pas non plus pour vous. Entre les deux use cases, faut réfléchir. Enfin, donc vous pouvez retrouver le code source des exemples que j'ai montrés là ce matin et un peu plus sur mon repo GitHub au niveau donc fbooterush Azure Function to AWS Lambda. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Donc je vous remercie. Je vois pas s'il y a un chat où il y a des questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez continuer la discussion, n'hésitez pas à me contacter sur mon handle Twitter fbooterush. Je suis là pour ça, je répondrai à vos questions en ligne ou hors ligne, comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on en discute. Et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente fin de journée à Cloud S avec les autres sessions. Bonne journée à vous.